Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la campagne nationale et l'appel « Nous voulons des coquelicots ». Nous sommes dans les Vosges, à La Bresse, avec le président et une adhérente de l'association SOS Massif des Vosges, signataire de cet appel. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Annie Ocante, Dominique Humbert, bonjour. Bonjour. Le mouvement « Nous voulons des coquelicots », c'est quoi? On va commencer avec vous, Dominique Humbert. Alors, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui déjà connaissent ce mouvement. C'est un mouvement qui a été lancé nationalement donc, par une série de personnages, dont un des plus connus est Fabrice Nicolino. Et ce mouvement donc, vise au plan national à rassembler, je crois, 5 millions de signatures afin d'obtenir la fin de l'utilisation des pesticides. C'est un objectif tout à fait louable parce que alors, les pesticides, c'est quoi? C'est les fongicides. Il y a trois grandes familles de pesticides. Les pesticides sont utilisés bien sûr dans l'agriculture pour éradiquer tout ce qui ne concourt pas à la production du produit qu'on veut produire. Alors les fongicides, c'est ce qui sert à éradiquer les champignons. Les pesticides, c'est ce qui sert à éradiquer les insectes ravageurs, etc. Et les insecticides, ça, Dominique Humbert. Vous parlez à l'instant de pesticides. Oui, pardon, les insecticides. Oui. Puis les herbicides, donc, comme leur nom l'indique, sont prévus pour éradiquer les herbes les mauvaises herbes. Cide, ça veut dire tuer. Donc, tuer, tout simplement. On est dans une volonté d'extermination d'un certain nombre d'éléments de la nature, avec des moyens. Le problème, c'est qu'on comprend bien la nécessité pour obtenir des cultures qui soient rentables, d'éviter qu'autour de ces cultures ou que ces cultures soient attaquées par toutes sortes de parasites. Mais en tout état de cause, les pesticides dont on parle sont des pesticides chimiques, et c'est là qu'est le problème, parce que ces pesticides, ils ont effectivement pour effet de supprimer, d'arriver à l'objectif qui leur est assigné, mais ils ont aussi des effets secondaires extrêmement dévastateurs, dont on sait aujourd'hui, de plus en plus d'études le montrent, et puis je pense que c'est passé aujourd'hui même dans la connaissance générale que ces pesticides ont des effets délétères sur la santé humaine, sur la biodiversité, et sur l'ensemble du développement des écosystèmes. Alors pourquoi ce mouvement s'appelle « Nous voulons des coquelicots » Dominique Humbert? Je crois qu'il aurait fallu demander ça aux initiateurs. Mais bon, on peut penser que c'est une vision poétique, c'est une volonté. Parce que les coquelicots, vous savez, c'est le symbole justement de la fleur inutile qui pousse dans les champs. C'est la mauvaise herbe, mais en même temps, elle est très belle. Il est rouge, c'est une très belle fleur. Donc, je pense qu'ils ont voulu aussi, par ce mot, cette phrase, exprimer une volonté de retour à une nature poétique aussi, sans doute. Parce que la nature, ce n'est pas que utilitaire, elle est aussi poétique, et heureusement. Et je voudrais rajouter à ce que dit Dominique. Et je voudrais rajouter donc pourquoi les coquelicots, je suppose, c'est parce que ces plantes, ces fleurs très jolies, très fragiles, ont disparu depuis très longtemps de nos champs, de même qu'il y avait aussi les bleuets, et puis d'autres fleurs, ainsi que les vers luisants. C'est tout ce qui a été, toute cette flore et ces insectes aussi qui ont disparu de nos champs à cause de l'emploi intensif de ces insecticides, de ces pesticides. Nous voulons des coquelicots, c'est aujourd'hui une association, mais c'est d'abord un appel auquel vous avez répondu ici dans les Vosges, Dominique Humbert, mais là, cette fois-ci, au titre d'une autre association que vous avez créée ou contribué à créer, Biodiversité 88. Il y a un petit jeu de mots, en tout cas, dans la manière dont ce mot-là est écrit.
Oui, puisque cette association a été créée il y a déjà un certain nombre d'années pour lutter contre les remembrements dans les Vosges, notamment dans la plaine des Vosges. Et vous le savez, les remembrements ont pour effet souvent d'éradiquer les haies. Hein. Et les haies qui sont, je ne vais pas, parce que le temps m'est compté, expliquer la richesse que représente une haie, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que les haies sont d'abord un élément essentiel de notre paysage qui est en train de disparaître suite aux remembrements et qui aujourd'hui n'ont plus trop de sens. D'ailleurs, les remembrements ont pu avoir un sens dans les années 60-70. C'est de moins en moins le cas. Et en tout état de cause, quand il y a des remembrements, on arrache les haies massivement. Et par ailleurs, derrière, les mêmes qui font arracher les haies, c'est-à-dire les départements, financent d'autres opérations pour replanter les haies. On est en plein délire dans cette affaire. Donc oui, c'est Biodiversité qui a repris, parce que c'était tout à fait dans sa mission, mais il y a d'autres associations sur le département qui se sont investies aussi sur l'affaire des coquelicots. En ce qui nous concerne, donc, c'est au nom de Biodiversité que nous avons répondu à cet appel. Et on y a répondu on souhaite y répondre d'une façon un petit peu originale. C'est-à-dire que vous le savez sûrement, mais cet appel consiste donc à rassembler des signatures et l'idée c'est de se réunir chaque premier vendredi de chaque mois à 18h30 devant les mairies partout là où des gens souhaitent le faire. Alors ça c'est une excellente chose, mais nous ce que nous avons souhaité aller plus loin et nous avons décidé d'organiser des collectes de signatures à l'entrée des supermarchés. Nous l'avons déjà fait à 2 endroits différents, au supermarché Carrefour d'Épinal et au supermarché Leclerc de Saint-Étienne-les-Remiremont, où nous avons obtenu un accueil extrêmement positif, mais absolument, même je suis très étonné, de la part des clients. Et nous l'avions fait j'allais l'oublier, cette opération, nous l'avons aussi réalisée à la foire de Poussey. La foire agricole de Poussey, qui est quand même un lieu... grande institution, voilà, deuxième foire française. Comice agricole. Et nous sommes positionnés à l'entrée de la foire, et là aussi, nous avons eu un accueil extraordinaire de la part du public qui fréquentait la foire. On aurait pu penser qu'on aurait pu peut-être à ce moment trouver quelques contradicteurs. Eh bien, on en a eu une seule. Une femme agricultrice, et qui nous a agressés en disant que c'était scandaleux, qu'on ne pouvait pas demander la fin des pesticides, etc., etc. Alors, on a eu un débat, enfin bon. Mais j'en profite pour dire à ce moment-là que nous, ce que nous souhaitons faire, c'est aller au-delà. Je disais, nous souhaitons aller au-delà, et nous pensons que éradiquer les pesticides, supprimer les pesticides, ça passe aussi par une action qui vise à désaliéner les agriculteurs. Je m'explique. Aujourd'hui, un agriculteur, il est un agriculteur non bio, celui qui poursuit le cursus normal. On appelle un agriculteur conventionnel, voilà. Chimique. Voilà, un agriculteur chimique, conventionnel. Eh bien, il est totalement pris dans un étau d'où il ne peut plus sortir. Et on lui a laissé penser, on lui a fait croire qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et quand je dis on, je vais citer qui sont ces on, parce que je pense qu'il est important de désigner là aussi les responsabilités. Ce sont essentiellement les 2 ou 3 grosses structures que sont le Crédit Agricole, qui pousse donc à des investissements massifs et qui prête à des paysans pour les rendre totalement dépendants, avec la complicité extrêmement active du syndicat agricole majoritaire, la FNSEA et la CDJA dans les départements, et puis les grosses coopératives qui sont souvent d'ailleurs gérées par la FNSEA elle-même. Et on a là le paysage... Est-ce que vous n'oubliez pas, Dominique Imbert, aussi les multinationales précisément issus de fabricants de produits chimiques comme Monsanto, puisque vous en êtes à citer des responsables. Ah bah évidemment, non mais ça pour moi ça allait de soi. Mais je dis simplement ces 3 acteurs-là, ce sont eux qui se trouvent à l'interface justement entre ces multinationales qui produisent les produits chimiques et les utilisateurs que sont les agriculteurs à qui on a expliqué qu'il était impossible de faire autrement. D'ailleurs, c'est ce qu'ils répètent, malheureusement. Je pense que de plus en plus d'agriculteurs aujourd'hui commencent à comprendre que on les a enfumés depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, certains sont les premières victimes de ces produits qu'ils épandent. Et il faut ajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui, on leur conseille d'épandre ces produits habillés en cosmonautes, pour ne pas être victime, pour certains, de cancer, d'Alzheimer, etc. Un des problèmes de ces produits qui sont extrêmement dangereux, c'est que leur danger n'est pas immédiat. C'est-à-dire que vous en respirez, etc., vous n'allez pas tomber malade. Quoique, quelquefois, on tombe malade assez vite. Mais
Les effets peuvent se déclarer 1 an, 2 ans, 10 ans après. Des cancers, on sait aujourd'hui que les cancers, Alzheimer et Parkinson sont en grande partie la cause, enfin sont en grande partie le résultat de ces produits chimiques. Et ça, aujourd'hui, bien entendu, ils sont les premières victimes, mais ils en font profiter tous leurs voisins et au-delà de ça, les produits qui sont ensuite consommés. Donc, on est là vraiment confronté à un vrai problème de société, mais à un problème de système aussi. C'est ce système qu'il faut... je pense qu'on ne réussira à passer à une autre agriculture qu'en montrant la nécessité de renverser ce système qui s'appuie sur ces 3 piliers que sont donc le syndicalisme FNSEA, le crédit agricole, voilà, et le 3e pilier que sont les coopératives, les grandes coopératives agricoles, qui diffusent et produisent et diffusent ces produits qu'ils achètent donc à Monsanto, Bayer et compagnie. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Les pesticides sont arrivés et par malheur tout est pollué. L'air et les champs contaminés et les beaux mecs stérilisés. Les pesticides, c'est du suicide. Fini les légumes de naguère. Fini les légumes de naguère. Les vers de terre sont en enfer. Les vers de terre sont en enfer. Pour produire plus, on tue la terre. Le tout chimique, c'est fantastique. Le tout chimique, c'est fantastique, mais c'est toxique. Faites attention, ils sont partout. Dans les brocolis, dans les choux, et même dans nos plus beaux cépages. Ils détruisent les espèces sauvages. Les pesticides, c'est du suicide. Fini les truites de naguère. Fini les truites de naguère. Elles sont polluées toutes nos rivières. Elles sont polluées toutes nos rivières. Pour produire plus, on tue la mer. Le tout chimique, c'est fantastique. Le tout chimique, c'est fantastique, mais c'est toxique. Des herbicides dans les jardins, des fongicides sur le raisin, insecticides dans les maisons. Nous avons perdu la raison. Les pesticides, c'est du suicide. Fini l'air pur de naguère. Fini l'air pur de naguère. C'est la misère. Pour nos poumons, c'est la misère. Pour produire plus, on pollue l'air. Le tout chimique, c'est fantastique. Le tout chimique, c'est fantastique, mais c'est toxique. Les OGM vont arriver et par magie tout va changer. On va nourrir toute la planète. Les marchands de graines sont à la fête. Les pesticides, c'est du suicide. Fini les légumes de naguère. Fini les légumes de Les naguère. abeilles, c'est la galère. Pour les abeilles, c'est la galère. Et pour nous tous, c'est le cancer. Le tout chimique, c'est fantastique. Nous sommes toujours chez Annie Ocante et Dominique Humbert, ici à La Bresse, c'est dans les Vosges, à propos du mouvement Nous voulons des coquelicots. Mais on verra un peu plus loin que tout ça est lié aussi à d'autres problématiques, notamment liées à l'aménagement du territoire dans les Vosges. Dominique Humbert, puisque c'est vous qui avez la parole, mais on va essayer également de la laisser un peu à Annie Ocante, c'est un appel, Nous voulons des coquelicots. Vous disiez tout à l'heure, l'objectif c'est de 5 millions de signatures sur 2 ans. On en est pour l'instant très loin. Oui, enfin, très loin, pas tant que ça, puisque 500 000, c'est 10%.
Hein. Oui, mais sur 2 ans, vous voyez. Bon, je pense que c'est tout à fait possible d'obtenir ces 5 millions de signatures. Moi, je vois la façon dont nous sommes accueillis lorsque nous nous présentons à l'entrée de supermarchés. Je veux dire, on n'arrête pas de faire signer. Il faut être. On en a récolté, par exemple, au Carrefour, 500 signatures en 2 heures. Vous voyez, à Pousset, c'était pareil. En 2 heures, 2 heures et demie, 500 signatures qu'on a. Voilà. Sans compter les discussions et les débats tout à fait passionnants qu'on peut avoir avec les gens au moment. Pour autant, Dominique Imbert, est-ce que les gens qui signent ensuite ne vont pas dans le supermarché et continuer à acheter des produits des grandes marques sans remettre le système en cause? Est-ce que la signature aujourd'hui, c'est la grande mode, les signatures, les pétitions, est-ce que ça change réellement le monde? Je suis un peu d'accord avec vous. Je ne pense pas qu'on va changer le monde avec des signatures seulement. C'est la raison pour laquelle je vous dis il faut aller au-delà. Il faut effectivement mener des actions. Et nous allons le faire, nous, dans les Vosges, avec notre association, dans le cadre de cette campagne. Mais nous pensons qu'il est nécessaire aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, d'expliquer, même d'aller à la rencontre des agriculteurs, parce que moi je pense que les agriculteurs sont tout à fait capables d'entendre. Alors évidemment, on sera toujours confronté à des réactions qui peuvent être pas violentes, mais en tout cas qui peuvent être fortes de leur part, dans la mesure où on met en cause leur mode de vie quasiment. Ils sont là, ils pensent qu'ils ont toujours fait comme ça, on leur explique qu'il n'y a pas d'autre solution, etc. Et ils finissent par le croire. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on ait le courage d'aller les rencontrer et qu'il faut qu'eux, ils aient le courage aussi de nous écouter. Et je sais que c'est possible, c'est une expérience que j'ai déjà faite, que je continuerai à faire, et il est hors de question de s'opposer aux agriculteurs. Nous les considérons, enfin moi je les considère plus comme des victimes, plutôt que comme des acteurs conscients de cet empoisonnement massif que constituent les pesticides. Ici, dans les Vosges, encore, Dominique Imbert, on est dans un modèle agricole encore d'élevage, en tout cas sur les hauteurs, le contexte est très différent dans les grandes plaines de culture intensive. Est-ce qu'on peut espérer que dans les Vosges, en tout cas dans le département des Vosges, il y ait une écoute un peu plus favorable et une conversion plus facile et une adhésion plus aisée à ce mouvement des coquelicots? Écoutez, le tableau que vous dressez n'est pas tout à fait exact. C'est vrai qu'on n'est pas dans les grandes plaines de la Beauce ou de la Brie, mais allez dans la plaine des Vosges, vous verrez des surfaces de centaines d'hectares couvertes de maïs, par exemple, et de monoculture, ou dans lesquelles toutes les haies ont été supprimées. Donc on est quand même... Alors évidemment, la montagne, je la mets à part. La montagne, nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure. On est dans une agriculture de montagne qui est une agriculture de vrais agriculteurs, pour dire les choses simplement. Dans la plaine, on n'est plus dans ce cas-là. C'est une agriculture très industrialisée qui est quand même... Alors, est-ce qu'on pourrait y arriver ? Moi, je pense qu'il faut avoir la foi. Quand on se lance dans un combat, il faut croire qu'on va réussir à faire avancer les choses. Moi, je pense que oui, on pourra y arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une forte pression de la population. Vous dites que les gens continuent à aller au supermarché, à acheter des produits, etc. Oui, c'est vrai, mais de moins en moins quand même. On voit bien que, par exemple, la mode du bio est en train d'exploser. Bon, des magasins bio ouvrent partout. Alors, c'est pas pour autant que ces magasins bio sont tous de vrais magasins bio et que les produits bio, aujourd'hui, on sait très bien ce qu'il en est du bio. On est en train de modifier les normes pour permettre l'intégration même de pesticides à un petit pourcentage dans le bio, ce qui est un scandale, évidemment. Mais il n'empêche que les choses avancent, et tant mieux. À propos du bio précisément, mais d'une façon générale, Dominique Imbert, mais Annie Aucant aussi, vous pouvez intervenir à tout moment, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas compliqué pour le citoyen d'être responsable à tous les niveaux ? Est-ce que ce n'est pas une remise en question permanente, une insécurité en somme intellectuelle, malgré l'information à disposition partout sur Internet? C'est vrai que si on veut s'informer, on peut l'être, mais on sort quand même d'une période où finalement on nous disait comment vivre et puis on vivait selon la norme. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas cet inconfort intellectuel qui est très compliqué pour nos concitoyens et qui les empêche peut-être aussi de se mobiliser précisément ? Alors, moi, je pense qu'effectivement, comme le dit Dominique, il y a quand même de plus en plus de gens qui vont vers le bio. Alors, c'est vrai que acheter bio, c'est plus cher. Bon, alors il y a le bio des grandes surfaces, mais bon, moi, je mets beaucoup de bémols. En ce qui concerne les magasins bio, les chaînes bio ou les petits magasins,
C'est vrai que c'est plus cher, mais vous savez aussi qu'il y a de moins en moins de gens qui mangent. On mange de moins en moins de viande. La viande, ça coûte cher, c'est vrai. Donc on peut aussi, je pense que si on peut aussi faire ses courses au bio en faisant attention. Quand vous voyez certains caddies qui sortent quand même des hypermarchés, ça fait peur. Hein. Ça fait peur parce que dedans, il y a des tas de, je vais le dire crûment, des tas de saloperies, hein, pleines de sucre, pleines de... Donc, alors, l'insécurité, oui, effectivement, on est bombardé d'informations, de contre-informations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je crois que de plus en plus, quand même, les gens s'informent, discutent entre eux et ils se rendent bien compte aussi que toutes ces maladies, le Parkinson, l'Alzheimer, les cancers, à foison, ça tombe pas du ciel. Hein, c'est pas, donc, je crois que les gens se rendent compte que manger sainement, c'est important. Il y a aussi le problème des déplacements. C'est vrai quand, on l'a dit, quand on fait venir des tomates, on les fait pousser... comment dirais-je, dans le sud de l'Espagne, qu'on les met en cagette en Hollande et qu'on les ramène par exemple en France. Enfin, pour les vendre au mois de décembre. Voilà. Ben, tout ça, ça n'a pas de goût. C'est plein de pesticides, effectivement. Et puis, ça a un coût. Hein, quand on les achète, on ne nous les donne pas. Donc, je pense que de plus en plus, il y a aussi un retour vers les produits locaux, hein, à courte distance. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, Annie Aucante, pendant un certain temps, une attitude très dénonciatrice, très culpabilisante par les associations et qui aujourd'hui peut-être, et vous le disiez à l'instant, Dominique Imbert, avec un accueil de la part de nos concitoyens, lorsque vous proposez la signature de l'appel « Nous voulons des coquelicots », est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une demande aussi d'information précisément et là, vous passez d'un statut d'opposant à un statut plutôt de proactif. Oui, de lanceur, de lanceur d'alerte. Hein. Moi, je crois qu'il faut utiliser le terme. Je crois que les gens ont envie d'être informés. Puis, il ne faut pas penser que le peuple est idiot. Hein. C'est vrai qu'on nous a menti, beaucoup. Il y a eu quand même des scandales autour des médicaments, donc les gens se disent, on va peut-être être plus sensibles. Alors ça peut être, moi je pense pas que ce soit une mode le bio. Hein. Je pense qu'on a vraiment envie aussi de relocaliser nos produits, de manger des choses qui poussent. À quoi ça sert de manger, comme vous disiez, des tomates en plein hiver si elles n'ont aucun goût? Alors non seulement elles n'ont aucun goût, mais elles n'ont aucune valeur nutritive. Hein. Donc tout ce qu'on mange, c'est quand même, c'est comme l'essence qu'on met dans la voiture. Alors, cette association biodiversité que vous avez créée aux alentours de 2008, vous êtes également, Dominique Imbert, président de l'association SOS Massif, entre autres. Combien de divisions aujourd'hui, ces associations? Écoutez, je pense que les associations représentent un poids non négligeable, ne serait-ce que parce qu'elles existent déjà. Vous savez, j'ai remarqué une chose ici dans les Vosges, mais ça doit être partout pareil, hein, c'est qu'il suffit quelquefois de dire les choses pour qu'elles prennent leur importance. Si vous ne les dites pas, il y a toutes les chances qu'effectivement si personne ne les dit, il y a toutes les chances que personne ne les entende. Ça, c'est évident. Donc, déjà, dire les choses, ça confère un certain poids. Alors, évidemment, il ne faut pas dire n'importe quoi. Je pense qu'il est important aussi que notre discours soit organisé, rationnel, intelligent, si possible. Mais bon, je n'ai pas le sentiment qu'on dise trop d'âneries. Est-ce que pour autant, vous observez une augmentation du nombre d'adhésions, par exemple, à vos associations? Alors, le problème, il est toujours le même hein, depuis très longtemps, c'est que oui, nous avons beaucoup d'adhérents, mais ce sont essentiellement des adhésions de soutien. Hein, c'est-à-dire beaucoup de gens qui ne s'investissent pas au-delà du soutien qu'ils nous apportent et qu'ils sont prêts à nous apporter de façon permanente d'ailleurs. Mais c'est vrai que ce que l'on appelle les militants, hein, les gens qui s'investissent, eh bien, ils sont sans doute beaucoup moins nombreux et c'est un peu dommage, mais peut-être que les choses vont changer avec ce qui se passe actuellement d'ailleurs. Je pense que les choses vont évoluer et effectivement, il y a besoin d'une relève de jeunes. Hein, c'est un problème que l'on constate dans toutes les associations. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, précisément, avec ce que vous venez de dire, vous-même, Dominique Imbert, mais aussi Annie Aucante, entre cette prise de conscience plus généralisée et puis un certain désengagement, notamment des jeunes? On pourrait s'attendre que précisément, est-ce que des jeunes se mobilisent davantage? Alors, je ne sais pas lequel des deux va répondre, vous êtes en train de vous battre, mais ça va être Annie Aucante qui remporte la mise. Alors, je crois que les jeunes peuvent...
on va regarder le mouvement vegan, le mouvement sur les abattoirs, ce qui se passe donc dans ces lieux c'est assez horrible. Ce sont des jeunes avec le mouvement, alors L114 je crois, c'est ça. Ils sont dans le concret. Et je crois que nous, quand on a fait avec nos associations, quand on a fait des actions très concrètes, on a eu des jeunes. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Dominique Humbert, vous êtes président de l'association SOS Massif des Vosges et pour autant, c'est au titre de l'association Biodiversité 88 que vous avez répondu à l'appel « Nous voulons des coquelicots ». Pourquoi ? Bien, pour une raison assez simple, c'est que SOS Massif des Vosges est une association dont l'objet principal, c'est le massif. On n'est pas confronté sur le massif à la même problématique de d'épandage de pesticides. Alors, il y en a certains qui m'ont dit, quand j'ai expliqué ça, que mais si, il y avait des jardiniers qui balançaient des pesticides partout. C'est vrai, malheureusement, il y a toujours des jardiniers qui utilisent du Roundup, ce qui est une catastrophe, et qui en plus l'utilisent à des concentrations très élevées. Ça, c'est vrai. Bon, cela dit, on n'est pas du tout dans cette même problématique, la problématique d'épandage sur des champs d'une centaine d'hectares dans la plaine. Donc SOS Massif des Vosges, c'est une association dont l'objet, c'est la préservation du massif et de la naturalité du massif, et qui se bat contre les aménagements excessifs du massif qui sont en cours depuis déjà un certain nombre d'années dont l'objectif central c'est d'attirer les touristes à tout va en pensant que le massif des Vosges, comme toutes les montagnes d'ailleurs, doivent être des lieux de loisirs artificiels qui doivent être aménagés avec toutes sortes d'équipements, que ce soit des descentes de VTT, des descentes de luge artificielles, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Voilà. Et nous nous battons contre cela et contre cette politique touristique
qui est une politique qui mène le massif à la ruine. On le dit clairement. Demain, si le massif perd de son caractère naturel, ce qui est de plus en plus le cas, parce qu'on est confronté à une sorte de course en avant et de concurrence entre chacune des collectivités qui sont sur le massif, qui veulent faire mieux que celles d'à côté pour attirer plus de touristes, faire rentrer plus d'argent, créer plus d'emplois. On est toujours dans les mêmes problématiques. Et le massif est en train de se transformer en Disneyland. Est-ce que ce mouvement-là d'artificialisation du massif vosgien, Dominique Imbert, mais c'est sans doute vrai aussi pour d'autres territoires en France, n'est pas aussi lié justement à l'urbanisation et au fait que la population aujourd'hui vit à 80% en ville et a donc besoin d'un jardin pour se détendre? Un jardin, c'est pas une luge artificielle, c'est pas une installation qui couvre de métal la moitié de la montagne. Un jardin, c'est la nature. Enfin, je vois pas en quoi la nature pourrait être contre-indiquée pour des citadins. La nature naturelle. Il suffit de se promener en forêt pour pouvoir décompresser et puis profiter pleinement de la nature, de la poésie de la forêt, de la poésie des paysages et des arbres. Et tout le reste, voilà. Alors, on vient de voir le rouge des coquelicots. Vous venez d'évoquer à l'instant, Dominique Imbert, plutôt le bleu de la ligne des Vosges. Mais je crois que vous faites également un lien avec le jaune des gilets. Oui, tout à fait, parce que on est quand même aujourd'hui dans un événement tout à fait exceptionnel, ce qui est l'existence donc des gilets jaunes, qui a amené sur la place publique a amené massivement sur la place publique des problématiques de fond qui, de mon point de vue, sont susceptibles d'apporter des modifications tout à fait intéressantes et fondamentales de notre système. C'est pas gagné, mais je dis qu'aujourd'hui, moi je me félicite de l'existence des Gilets jaunes et de l'action qu'ils mènent, parce qu'elle peut nous sortir enfin de ce système qui est un système de mort, qui est un système fondé essentiellement sur le profit et l'argent. Donc il faut sortir au plus vite. Dominique Imbert, que vous évoquez à l'instant un système de mort et que vous avez on a commencé cette émission en évoquant la dimension pesticide qui elle-même évidemment porte étymologiquement le terme de mort. Oui, tout à fait. Alors, je dirais pas. Je pense que quand je parle d'un système de mort, je vais le nommer. C'est le capitalisme. C'est pas la peine de faire de grands discours ou d'essayer de trouver des noms nouveaux pour masquer la réalité. Le capitalisme est un système fondé uniquement sur la recherche effrénée du profit, sur la production de marchandises, même d'ailleurs qui ne servent à rien pour l'essentiel, et qui est un système qui ne tient absolument pas compte des ressources de la planète, des limites de notre planète, de nos limites environnementales et de l'ensemble des besoins humains. Pour autant, Dominique Imbert, est-ce que vous avez trouvé beaucoup de coquelicots, de cocards de coquelicots sur les Gilets jaunes? Est-ce que la revendication et la prise de conscience écologique fait partie du mouvement des Gilets jaunes? Eh bien, bien sûr. Moi, j'y suis. Je vais vous dire, quand nous étions nous avions prévu depuis longtemps d'aller à Saint-Étienne, au supermarché de Saint-Étienne-les-Remiremont. Il se trouve que juste sur le carrefour, le carrefour d'à côté, à Saint-Étienne, il y a une base forte de gilets jaunes. Eh bien, nous y sommes allés les rencontrer. On a eu une discussion. La plupart, d'ailleurs, tous ceux à qui on a proposé ont signé la pétition. Et on a été très bien accueillis, on a pu discuter longuement avec eux, et contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, les Gilets jaunes ne sont pas opposés à l'environnement, bien au contraire, ils comprennent comme tout le monde, et ils comprennent comme ils sont des gens intelligents, que la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple, c'est une lutte que nous devons aussi mener. Pour autant, on entend aussi dans le discours des Gilets jaunes, on va d'ailleurs nous-mêmes aller les voir, Dominique Imbert, la revendication principale, c'est une augmentation du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, ça veut dire pouvoir de consommer encore davantage ? Alors, il faut remettre les choses bien dans l'ordre. C'est effectivement, il y a une revendication d'augmentation du pouvoir d'achat, mais moi, je la traduirais de cette façon-là. C'est plus une augmentation de pouvoir vivre dignement. On n'est pas aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont sur les carrefours, sur les ronds-points, ne sont pas tous des gens qui sont dans une situation de misère. Mais il y en a beaucoup, de misère ou presque de misère, je dirais. Il y en a beaucoup qui disent qu'à partir du 15 du mois, ils n'ont plus de quoi assurer à manger. Donc c'est une revendication de dignité avant d'être une revendication de pouvoir consommer. Il ne faut pas transformer, je crois que beaucoup de gens, le
le pouvoir en particulier essaye de dévaloriser les gilets jaunes et de leur faire comment dire, de les affubler avec toutes sortes de défauts dont ils seraient les détenteurs. Mais tout ça est assez risible. Je pense que les Gilets jaunes, ils ont des revendications de fond. C'est vivre dignement, que le mépris exercé par les pouvoirs, par l'ensemble des pouvoirs d'ailleurs, jusqu'à présent, à l'égard du peuple de France, à l'égard de ceux qui sont sur les carrefours, cesse. Et pour qu'ils cessent, il n'y a qu'une seule solution, et ils l'ont compris, je crois, c'est qu'eux-mêmes prennent en main leurs propres affaires et décident par eux-mêmes de ce que sera leur vie et de ce que sera leur monde. Et je pense que c'est dans cette logique-là que nous sommes aujourd'hui en train de rentrer, et il faut faire en sorte que cette logique s'approfondissent. Annie Aucantin. Je crois que aussi les gilets jaunes, alors il y a le mépris et ils n'ont plus envie de survivre. Ils ont envie tout simplement de vivre et de vivre dignement, et que les pouvoirs en place cessent de faire des cadeaux aux plus riches. Je crois que ça c'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur, parce que depuis plusieurs décennies, on fait de plus en plus de cadeaux aux grosses entreprises, aux multinationales, on taxe de plus en plus. C'est pas quand on dit ils veulent pas payer d'impôts. Non, je crois qu'ils veulent bien payer des impôts, mais qu'ils veulent que ce soit juste. Je crois que ce peuple de France, qui ne s'était pas exprimé depuis fort longtemps, dit des choses très justes, mais qui parfois peuvent même nous donner envie nous donner des larmes aux yeux, parce que c'est quelque chose, ce sont des revendications simplement de dignité. On nous a, parce que moi je me mets aussi, même si effectivement je fais partie peut-être des privilégiés par rapport à certains, mais tout de même, les taxes ne cessent plus. C'est-à-dire qu'on va chercher l'argent, non pas où il est, auprès des grosses fortunes, mais chez l'ensemble du peuple. Et ça, je pense que c'est ce qui n'est plus supportable. Durablement vôtre, Éric Mutchler.
Kant, vous êtes aujourd'hui retraitée, très active. D'où vient cet engagement ? Alors, je crois que je suis tombée dedans du côté de mon père, j'avais un grand-père anarchiste, j'avais une grand-mère féministe, et puis mon père, voilà, on a toujours parlé politique à table, donc je pense que c'est l'environnement. Et un jour, mon père nous l'a un petit peu reproché à ma sœur, à moi, et elle lui a dit bah, écoute, c'est toi, hein, les chiens font pas des chats. Donc c'est aussi on dit aussi que la pomme ne tombe pas loin du pommier. C'est aussi un profond sentiment de je ne supporte pas l'injustice. Je crois que je suis née quasiment comme ça. Je me revois toujours en train d'essayer de défendre. Hein. C'est ma personnalité. Et je suis issue de la classe ouvrière, même si j'ai fait des études, donc j'ai quitté entre guillemets cette classe ouvrière, mais je suis toujours de son côté. Enfin, je suis du côté du peuple. Je ne suis pas une bourgeoise. Bon, je suis intello parce que j'ai fait des études supérieures, mais c'est quelque chose qui me... Vous avez traduit cet engagement-là, Annie Kant, aussi dans votre vie professionnelle. Vous étiez dans quel Alors, domaine ? j'ai travaillé dans le social, voilà. Hein. J'ai été formatrice, conseillère en insertion professionnelle. Donc, j'ai un peu travaillé aussi avec des cadres, mais je ne m'y sentais pas très bien. Et c'est vrai que j'ai fait de l'alphabétisation. J'ai besoin de défendre des causes. Dominique Imbert, même parcours ? Un peu, oui. Il y a de fortes similitudes parce que moi personnellement, j'ai une famille aussi extrêmement engagée. Toute ma famille du côté de ma mère était largement investie au Parti communiste dans les années avant la guerre et pendant et après la guerre. Du côté de mon père aussi, il n'était pas au Parti communiste lui, mais enfin il était engagé. Il a d'ailleurs fait la résistance et il est revenu des camps de concentration. Donc tout ça, ce sont des expériences qui marquent, qui m'ont été transmises. Et puis par ailleurs, bon, j'avais 18 ans en 68 et j'habitais Paris. Donc voilà, j'y étais et j'ai fait une expérience qui ça laisse des traces. Et ça laisse quand même quelque peu de traces. Voilà. Je dois dire que c'était quand même un moment fort de l'histoire de notre pays. Et peut-être qu'aujourd'hui, je vais vivre un second moment très fort de l'histoire de notre pays avec les Gilets jaunes. Et là aussi, même question que pour Annie Kant. Vous avez également traduit cet engagement dans votre vie professionnelle, Dominique Imbert ? Oui, bien sûr, puisque moi aussi, je me suis toujours investi dans le social. J'ai dirigé des structures sociales d'accompagnement à l'emploi, notamment. D'ailleurs, aujourd'hui, on pourrait exercer des critiques extrêmement précises sur ces structures qui, je pense, ne servent à rien du tout. Voilà, mais ça serait trop long. Hein. Ça serait trop long. Il faudra qu'on revienne sur ce sujet-là. Voilà. Mais effectivement, dans toute ma vie professionnelle, j'ai exercé un certain nombre de... J'ai pu exprimer mes convictions. Concrètement. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Annie Kant, Dominique Imbert, tous les deux très engagés dans plusieurs associations de protection de l'environnement, du cadre de vie, ici à la Bresse, dans les Vosges, notamment à travers SOS Massif des Vosges. On a également parlé de l'appel « Nous voulons des coquelicots », plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? On commence par vous, Annie Kant. Alors, moi, j'ai parlé aussi, je ne sais pas si ça a été dit, mais je suis présidente d'une association donc, de défense des résidents de l'EHPAD de la Bresse que j'ai créée. Nous avons, d'ailleurs, Dominique en fait partie, parce que suite à une augmentation énorme de la redevance, enfin de la taxe d'hébergement des résidents. Et c'est vrai que c'est un peu un coup de gueule. Parce que concernant, je suis retraitée moi aussi, donc ça m'arrivera peut-être d'aller dans un EHPAD. Et c'est vrai que les conditions de vie dans les EHPAD sont absolument insupportables. Alors bien sûr, ce n'est pas la faute du personnel ni des résidents, mais bien encore une fois des pouvoirs publics. Alors on en a beaucoup parlé, il y a eu des grèves et c'est vrai que pour moi c'est un peu un coup de gueule et presque un coup de cœur aussi parce que j'ai participé, j'ai soutenu ce mouvement avec l'association et donc pour la première fois à la Bresse, à la maison de retraite, à l'EHPAD de la Bresse, donc il y a eu 2 journées de grève et on y a associé bien sûr le personnel, donc
donc le personnel fait grève, mais continue à s'occuper des résidents. Les résidents ont soutenu, ainsi que les familles, puisque moi, mon association, c'est aussi les familles. Et donc, je crois qu'il est quand même là aussi indigne d'une société et d'un État tel que la France de aussi mal s'occuper des seniors. En même temps, c'est l'orgueil. Alors oui, donc parce que c'est l'engrais effectivement, parce qu'il y a énormément de fonds de pension, d'assurance, enfin qui construisent des maisons de retraite. Alors la maltraitance, c'est vrai qu'elle est plutôt dans les maisons privées, mais il y a une maltraitance entre guillemets de fait qui est d'ailleurs reconnue par les soignants dans les établissements publics. Parce qu'ils n'arrivent pas, le personnel ne peut pas s'occuper des personnes âgées comme elle le devrait, prendre le temps. Vous vouliez également y mettre un coup de cœur cette fois-ci. Alors le coup de cœur, c'est sur ce loup qui est revenu naturellement et tout seul dans les Vosges. Et puis nous avons mené des actions, ça a été fantastique. On a fait des appels, on a crié au loup. On a fait des soirées dans le cadre de comptage de loups et on a entendu des loups. Nous avons même eu avec Dominique l'occasion de croiser un loup, pas très loin, là au-dessus. Alors ce loup qui effectivement vient se servir dans les parcs à moutons, c'est un peu son supermarché, mais en même temps c'est tellement agréable d'avoir un animal, un prédateur. Le loup n'a que comme prédateur l'être humain. Le retour, je dirais que pour la naturalité et pour le bien-être de tous aussi, le retour du loup dans les Vosges, c'est quelque chose d'important et qui nous est, il faut vraiment le défendre. Donc là aussi, on s'est opposé, bien sûr, aux éleveurs. On a fait des réunions, mais pour moi, c'est quelque chose de magnifique, ce retour du loup. Dominique Imbert, coup de cœur ou coup de gueule ? Écoutez, on va terminer par un coup de cœur. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que voilà, tout ce qu'on vient de dire là, il y a un point commun à tout ça. Il y a un point commun, une sorte de, disons, de point de fuite, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la décroissance. Qu'est-ce que c'est que la décroissance ? C'est un mouvement d'idées. C'est un mouvement d'idées qui est porté par, qui existe d'ailleurs depuis plus longtemps qu'on ne le pense, parce que les précurseurs de la décroissance remontent à avant la guerre. J'ai plus en tête les noms des grands précurseurs, mais enfin. Il y avait déjà des écrits sur le sujet qui sont assez anciens. Et aujourd'hui, je pense que peut-être pas la solution, parce qu'il n'y a jamais une seule solution, mais sans doute un des éléments importants de la solution à notre monde, c'est la décroissance. C'est une vie différente, c'est accepter de modifier nos modes de vie et de les rapprocher de la nature, les rapprocher des rythmes naturels, les rapprocher de l'utilisation de la nature dans le bon sens du terme, et surtout de faire cesser cette espèce de violence que nous exerçons à l'égard de nous-mêmes, à l'égard de la nature, à l'égard de l'ensemble des habitants de ce monde. Pour autant, est-ce que le terme n'est pas mal choisi, Dominique Imbert ? Parce que, évidemment, autant on peut comprendre la critique à l'égard de la croissance, parce qu'à force de croître, c'est infini, mais appliquer à la décroissance, c'est le retour à la bougie. C'est d'ailleurs la remarque et la critique qu'on faisait aussi à l'époque aux écolos. Oui, alors moi j'ai l'habitude de répondre aux gens qui me disent ça, que moi je vis dans une grotte avec un silex et une bougie. Voilà. Mais bien sûr, c'est provocateur. Mais non. Alors la décroissance, c'est pas le contraire de la croissance. C'est autre chose. La croissance, c'est notre monde, c'est le monde capitaliste avec cette logique absurde qui consiste à foncer à 180 km/h vers le mur tout en klaxonnant pour demander au mur de dégager. Bon, mais le mur, il sera toujours là. Et alors, la décroissance, c'est pas le contraire, c'est pas freiner. La décroissance, c'est changer d'axe, c'est changer de vue, c'est changer totalement notre mode de fonctionnement. Ma remarque portait sur le choix du terme. Ah, le choix du terme. Alors bon, moi, si quelqu'un a un terme plus favorable, je suis preneur, mais bon, maintenant, c'est celui qu'on emploie. Après tout, il faut lui donner un contenu. C'est le contenu du terme qui compte. Eh ben, tiens, justement, on va laisser le dernier mot à Annie Aucant, qui a peut-être une proposition dans ce domaine-là. Alors, peut-être, on parle de sobriété heureuse, si ça vous convenait. Ça, c'est du Pierre Rabhi.
Qu'est-ce que vous en pensez Oh là, mauvais sujet pour moi. Dominique Imbert. Moi, je ne suis pas un fan de Pierre Rabhi, pas du tout. Sobriété heureuse, c'est pas d'ailleurs un terme de Rabhi, c'est un terme de... le nom m'échappe, enfin bon, peu importe. Je considère, pour simplifier, là c'est plus un coup de gueule, que Pierre Rabhi est quelque part une forme d'escroc de la décroissance. Annie Ocante, Dominique Imbert, merci. Merci à vous. Merci. Voilà pour ce reportage tricolore du rouge de la campagne nationale « Nous voulons des coquelicots » en passant par le bleu de la ligne des Vosges jusqu'au jaune des gilets, avec Dominique Imbert et Annie Ocante, respectivement présidents et adhérentes de l'association SOS Massif des Vosges. Pour en savoir plus sur cette campagne et pourquoi pas signer l'appel, rendez-vous sur nousvoulonsdescoquelicots.org. Quant à l'association présidée par Dominique Imbert, rendez-vous sur sos-massifdesvosges.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Alerte aux pesticides par le groupe Les Homo Toxicus, sorti en clip vidéo en 2011 pour la semaine d'alternative aux pesticides. Because the Night par l'américaine Patti Smith, sorti sur l'album Easter, sorti en 1978. Et enfin, Le Chiffon Rouge par Michel Fugain sur des paroles de Maurice Vidalin, une commande de la municipalité communiste du Havre pour le festival Juin de la rue de 1977. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.